Quand on est éperdument passionné d'extraterrestres, qu'on est un génie de l'informatique et qu'on est persuadé que la NASA ou toute autre entité gouvernementale détient des preuves de vie extraterrestres qui pourront changer notre vie à tout jamais, alors basculer du côté obscur devient facilement une évidence. Aujourd'hui, nous vous parlons de Gary McKinnon, surnommé Solo, ou encore hacker de la NASA. Il est connu pour avoir piraté les ordinateurs militaires les plus sécurisés de tous les temps. Quelle est son histoire? Quelles étaient ses motivations? Et qu'a-t-il découvert? Voici autant de questions auxquelles nous répondrons si vous restez avec nous jusqu'à la fin. C'est parti! Qui est Gary McKinnon? Gary McKinnon, né à Glasgow en 1966, est un personnage qui a marqué l'histoire du milieu du hacking. En 2002, il a été accusé par le gouvernement américain d'avoir réalisé l'exploit du plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Il est décrit comme un homme qui a passé ses journées et ses nuits à pirater les ordinateurs militaires américains. Sa passion pour la recherche d'informations sur les ovnis l'a amené à passer des heures et des heures à pirater les réseaux des plus grandes entités gouvernementales américaines telles que l'US Navy, de l'US Air Force, de la NASA et du Pentagone. Pourtant, il n'avait pas toujours été ainsi. Avant de devenir l'un des plus grands hackers de tous les temps, Gary avait une vie tout à fait ordinaire. C'était un autodidacte qui travaillait simplement à configurer les ordinateurs. Mais qu'est-ce qui a bien pu le changer en cybercriminel? Pour comprendre ses motivations, remontons aux années 60. Aussi loin qu'il s'en rappelle, Gary a toujours été passionné d'astronomie. Cependant, c'est à l'âge de 12 ans qu'il a vécu une expérience qui a complètement bouleversé sa vie. Un jour, il a vu une lumière zigzaguer dans le ciel, puis disparaître subitement. Il savait que ce n'était ni un avion, ni un satellite, encore moins un météore. Mais qu'était-ce donc? Cette expérience a marqué le début d'une longue aventure pour Gary, d'autant plus que son père avait souvent observé des phénomènes inexpliqués près de son domicile à Bonnybridge. Appelée également capitale écossaise des ovnis, cette ville d'Écosse connaît une réputation sans précédent, et cela est bel et bien justifié. Seulement entre 1992 et 1994, plus de 600 objets volants non identifiés y ont fait leur apparition. Incroyable, vous direz. Pas étonnant qu'en grandissant, Gary soit totalement obnubilé par ces phénomènes paranormaux. À l'âge de 15 ans, il avait déjà rejoint l'association britannique de recherche sur les ovnis, Bufora. Quelques années plus tard, après avoir reçu une formation en informatique et désormais administrateur système, Gary découvre le projet Révélation. Pour résumer, il s'agit d'un livre qui rassemble les témoignages de 400 personnes, allant d'astronautes comme Edgar Mitchell, aux théologiens comme Corrado Balducci, tous d'anciens et même d'actuels employés de la NASA, de l'US Navy et l'US Air Force qui affirment avoir vu des ovnis. Certains prétendent même avoir observé des technologies extraterrestres exploitées par le gouvernement américain. Cependant, si l'on doit retenir un témoignage en particulier, il s'agirait de celui de Donna Hare, une scientifique du Centre Spatial Johnson de la NASA, qui a affirmé que certains de ses collègues avaient pour tâche d'effacer les ovnis des photos de la Terre. C'est ce témoignage qui a fortement ébranlé notre Gary McKinnon, car à partir de cet instant, notre ami a commencé son épopée de pirate informatique. Il était déterminé à trouver des preuves que le gouvernement américain cachait des informations sur les ovnis et les extraterrestres. Gary McKinnon passe à l'attaque. Gary McKinnon, galvanisé par les témoignages de Donna Hare et convaincu que le gouvernement américain cachait des informations sur les ovnis, décide d'agir en 2001. Il met alors ses talents de pirate informatique à contribution pour pirater des systèmes militaires américains et accéder à des dossiers confidentiels. Malgré le fait que la plupart de ces fichiers se soient révélés inutiles, Gary a tout de même fait de curieuses découverte, agent non terrestre. En infiltrant le système de l'US Space Command, entité du département de la défense chargée de commander l'armement nucléaire américain, McKinnon consulta un ordinateur dans lequel se trouvait un fichier Excel intitulé Non-Terrestrial Officer ou agent non terrestre, si vous préférez. Curieux, n'est-ce pas? Une fois le fichier ouvert, McKinnon remarqua sur la feuille de calcul une vingtaine de lignes avec des noms et des grades inscrits. Aussitôt, il se rendit sur le web, essayant de trouver des informations relatives à ces mystérieux agents non terrestres, mais ne trouva absolument rien. En poursuivant son exploration, il trouva également une autre feuille qui répertoriait des transferts de matériel, qualifiés de ship to ship pour machines à machines et de fleet to fleet pour flottes à flottes. Dans tous les cas, Gary était convaincu que ces agents non terrestres n'avaient rien à voir avec les extraterrestres. Non, pour lui, l'hypothèse la plus plausible était que la Navy américaine était en train de former un corps de marine spatiale utilisant une flotte de vaisseaux fabriqués à l'aide de technologies extraterrestres. J'étais convaincu, et il
y avait de bonnes preuves à montrer que certaines parties secrètes des agences de renseignement du gouvernement américain avaient accès à une technologie extraterrestre écrasée, qui pourrait de nos jours nous sauver sous la forme d'un système libre, propre, une énergie non polluante, a déclaré McKinnon lors d'une interview avec la BBC. Il a également ajouté « Je pensais que si quelqu'un s'en tenait à cela, c'était inconstitutionnel en vertu de la loi américaine. Je n'avais pas pensé aux peines de prison de l'époque. Un grand objet en forme de cigare. Ayant en mémoire le témoignage de Donna Hare, Gary McKinnon décide d'entreprendre une infiltration dans le réseau informatique du bâtiment 8 du centre spatial Johnson de la NASA, lieu où cette dernière travaillait. Après avoir réussi à pénétrer dans le système, il remarque un dossier sur l'un des ordinateurs du centre qui attire immédiatement son attention. En effet, ce dossier contenait deux sous-dossiers distincts. Celle-ci en Processed Images et Unprocessed Images pour dire images traitées et images non traitées. Lorsque notre ami Gary accède au dossier images non traitées, il est surpris de tomber sur des fichiers très volumineux. Il s'agissait en réalité d'images pesant entre 200 et 300 mots, ce qui laissait supposer qu'elles étaient de grande taille comme le sont les images satellites. Contrairement aux connexions dont jouissent aujourd'hui nos petits frères sur leurs tablettes, celle de Gary avait un débit ne pouvant pas excéder 56 kbps. Le temps nécessaire, ne serait-ce que pour afficher une image de 1 me, était estimé à 5 minutes. Il lui aurait donc fallu patienter plus de 15 heures, rien que pour l'affichage d'une image. Il a donc pris l'initiative de réduire la qualité de celle-ci en diminuant la résolution couleur de la machine afin d'accélérer le processus. Toutefois, cela devait durer une éternité. Après avoir choisi une image au hasard, Gary McKinnon a observé cette dernière se charger très lentement et au fur et à mesure du chargement, il pouvait apercevoir ce que celle-ci illustrait. L'image montrait bel et bien la planète Terre. Cependant, il vit quelque chose qui l'intrigua. Juste à côté de la Terre se trouvait un grand objet en forme de cigare, a-t-il déclaré. Les extrémités de cet objet étaient légèrement aplaties et les dômes sphériques visibles au-dessus, en dessous sur les côtés, rendèrent l'objet très particulier. Il affirme « Il n'y avait aucune soudure, aucun rivet, pas d'antenne télémétrique, rien du genre. Il est évident que ça ne ressemblait à aucun satellite que j'avais vu. Je suis accro à l'espace depuis l'âge de 14 ans, donc j'en ai vu des photos de satellites. Alors quelle était la nature de ce fameux engin ? Ce n'est donc qu'après cet épisode que la vie de Gary McKinnon prit une autre tournure. Gary McKinnon repéré et arrêté. Après 3/4 du chargement de l'image, McKinnon a remarqué que le curseur de sa souris bougeait tout seul, se dirigeant vers le réseau local. Soudain, la connexion a été coupée. Il avait été repéré. Quelqu'un dans le centre spatial avait sans doute remarqué qu'un ordinateur était contrôlé à distance. C'est ainsi que le gouvernement américain a pu remonter jusqu'à son adresse IP et son adresse physique au Royaume-Uni. Il faut dire que ce dernier a quelque part facilité les choses car il ne prenait aucune précaution pour cacher sa présence. Contrairement à l'hacker classique qui s'assure de couvrir ses arrières et d'opérer dans l'ombre, Gary lui utilisait sa propre adresse IP ainsi que son adresse courriel attachée à sa résidence de Londres lors de ses sessions de piratage. Bien plus tard, dans une interview, il déclarait « Je voulais presque être attrapé parce que ça me ruinait. J'avais ce truc classique de vouloir être attrapé pour qu'il y ait une fin. » 2 ans après avoir infiltré les systèmes informatiques les plus sécurisés du gouvernement américain, Gary est finalement arrêté par la police britannique spécialisée dans les crimes informatiques en 2002. Ces derniers saisissent tout son équipement, le conduisant au poste de police où il sera soumis à un interrogatoire intensif de plusieurs heures. Toutefois, ce dernier est très coopératif et admet avoir infiltré les systèmes les plus sécurisés du gouvernement américain. Il savait éperdument que la police finirait par tomber sur des preuves pouvant l'accabler, d'autant plus que les équipements avec lesquels il opérait étaient désormais en leur possession. L'histoire s'annonçait plutôt pas mal pour notre ami Gary. Le système judiciaire britannique, ne trouvant pas ses actions criminelles aussi graves, n'a pas jugé nécessaire de le garder plus longtemps. Il devait juste écoper d'une peine de 6 mois de travail d'intérêt général et reprendre le cours de sa vie. Sauf que les États-Unis ne le voyaient pas de cet œil. Pour eux, Gary McKinnon était un dangereux cybercriminel et ce dernier ne devait être remis en liberté. Les autorités américaines lui reprochèrent d'avoir subtilisé près de 950 mots de passe, d'avoir piraté une centaine d'ordinateurs allant de la NASA aux plus grands organismes militaires américains tels que l'armée et la marine, le tout causant des dommages évalués entre 700 000 et 800 000 $. Ce n'est pas tout. Les Américains l'accusent également d'avoir supprimé des fichiers dans une station aéronavale américaine peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001.
Ils décrivent les actes de piratage de Gary comme étant faits de façon intentionnelle et calculée afin d'influencer et affecter le gouvernement américain par l'intimidation et la coercition. Les Américains voulaient donc qu'il soit extradé aux États-Unis afin d'être jugé. Et si la décision d'extradition était acceptée, ce dernier devrait encourir pour au moins 70 ans de prison. Le fait est que Gary McKinnon refoulait toutes les accusations. Certes, il avait infiltré des ordinateurs du gouvernement américain, mais seulement en exploitant des failles déjà présentes dans les systèmes, et ceci sans toutefois causer des dommages. Ses intentions étaient claires, il cherchait simplement à tomber sur des documents pouvant prouver l'existence d'OVNI. Comme il l'a toujours dit, McKinnon ne s'est jamais considéré comme un vandale du web ou un auteur de virus. Il n'a jamais agi d'une intention malveillante. Quoi qu'il en soit, les Américains avaient visiblement un désir ardent d'extrader Gary, ce qui soulève la question de savoir quelles étaient leurs motivations réelles. Cherchaient-ils simplement qu'il serve d'exemple aux autres pirates qui tenteraient de s'engager dans des actes similaires ? Ou bien tentaient-ils de l'empêcher de révéler des informations confidentielles qu'il aurait découvertes ? Une chose est certaine, leur détermination à poursuivre Gary était inébranlable. Comment procédait McKinnon pour infiltrer les réseaux ? Quand on a demandé à Gary McKinnon comment faisait-il pour pirater les réseaux, ce dernier répondit qu'il procédait par une méthode appelée « exploitation de relations de confiance ». Il s'agit en effet d'une méthode consistant à pénétrer dans l'ordinateur d'un site gouvernemental peu sécurisé, afin d'utiliser l'adresse IP de cet ordinateur pour accéder avec succès à des sites mieux protégés. En d'autres termes, Gary prenait pour cible les sites qu'il jugeait vulnérables et se servait de ces derniers pour atteindre des sites un peu plus sécurisés, le tout passant d'ordinateur en ordinateurs. Selon lui, les sites gouvernementaux britanniques et de la CIA, Central Intelligence Agency, étaient hautement sécurisés, à contrario des sites militaires américains. Il déclare qu'en 2006, un rapport officiel américain a d'ailleurs révélé le niveau de sécurité fédérale extrêmement faible. J'ai pu observer des adresses IP se connecter à la machine, on pouvait trouver de quel pays elles provenaient. Je ne sais pas si elles correspondaient à des gouvernements étrangers, cela aurait pu être Al-Qaïda ou qu'un d'autre ayant des intentions similaires. 4 ans après l'attaque informatique réussie de McKinnon, la sécurité n'avait toujours pas été renforcée. Selon ses déclarations, la plupart des ordinateurs qu'il avait infiltrés n'avaient pas de mot de passe. Il n'avait donc pas besoin de les pirater, mais simplement de prendre le contrôle. Il a également avoué être convaincu que si quelqu'un utilisait la même méthode que lui, il serait tout aussi facile de s'introduire dans les systèmes. Cette vidéo touche malheureusement à sa fin. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Nous vous invitons également à activer la cloche de notification si vous souhaitez ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur Agora.